Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre et je voudrais consacrer ma deuxième chronique hebdomadaire à la question de l'emploi. Parce que cette semaine, il y a eu la communication des chiffres du chômage pour le mois d'août qui ont montré une considérable augmentation du nombre de chômeurs qui ont augmenté de 52 400 au mois d'août. 52 400 personnes qui ont été frappées avec des difficultés, des souffrances supplémentaires pour de nombreuses familles. Mais également dans un environnement médiatique hostile aux chômeurs. Il ne faut pas oublier, c'est peut-être d'ailleurs la chose la plus importante, que tout est fait pour culpabiliser les chômeurs, leur créer le sentiment qu'ils sont dépassés, qu'ils ne sont pas assez qualifiés, pas assez performants. C'est une entreprise monstrueuse de dégradation de l'esprit public qui est dirigée contre une partie des citoyens qui se trouvent au chômage contre leur gré. Il ne faut pas l'oublier. Je connais bien la situation. Ce sont des périodes qui sont extrêmement difficiles à vivre. J'en sais quelque chose parce que je suis resté près d'un an au chômage. Et je suis d'ailleurs le seul candidat à l'élection présidentielle à avoir connu cette situation. Est-ce pour cette raison que les grands médias me boycottent? Parce que ils préfèrent, à l'évidence, quand on regarde la télévision, qu'on écoute la radio, ils préfèrent des candidats propres sur eux, cravatés, costumés, parfumés, des gens de la bonne société qui utilisent la langue de coton. En effet, ça n'est pas mon cas. Passons outre les grands médias et faisons fonctionner les réseaux sociaux parce que c'est comme cela que nous ferons grandir le Rassemblement pour la démondialisation qui porte ma candidature. 52 400 personnes supplémentaires au chômage, c'est comme si on avait rasé les villes, des villes comme Arles, comme Clamart dans la région parisienne, comme Annecy. Ces trois villes font environ 52 000 habitants. Eh bien, je m'adresse aux habitants d'Arles, d'Annecy, de Clamart, et je leur demande d'imaginer ce que représenteraient les 52 000 habitants de leur ville au chômage. Essayons de nous représenter ce que pourrait être une vie, ou la vie en général, dans une telle situation. Croyons-nous que les dégâts qu'une société subit, qu'une telle violence, quand une telle violence est faite à la société, qu'il ne peut y avoir de dégâts absolument colossaux? Ne croyez-vous pas que la mobilisation contre le chômage, la précarité, nécessite de se bouger un petit peu? Toutes catégories confondues, A, B, C, D, E, il y a au total actuellement dans notre pays 6 275 800 chômeurs, sans compter évidemment les personnes qui ont été radiées contre leur gré et les demandeurs, les primo-demandeurs d'emploi qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Parce que ces 6 millions et quelques de chômeurs sont loin de correspondre à la totalité des personnes privées d'emploi. Regardons les choses en face. Plus de 6 millions de chômeurs, c'est l'équivalent de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui compte 6 millions de personnes. Imaginons la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie dans laquelle les 6 millions d'habitants seraient au chômage. Même chose pour la nouvelle région d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui fait à peu près 6 millions d'habitants. Mais c'est absolument hallucinant. Imaginons cette situation où tous les habitants, tous, seraient au chômage dans l'une de ces deux régions. Eh bien, c'est le cas. Ça se voit moins
parce que le phénomène est dilué. Et puis les chômeurs n'aiment pas s'afficher. On ne les voit pas manifester, à tort. Il faudrait que les chômeurs manifestent, exigent d'avoir la possibilité de travailler, d'avoir un revenu. Et ceux qui sont frappés particulièrement, ce sont les jeunes de moins de 25 ans. Leur taux de chômage a augmenté de 2,3% contre 1,3% pour les 25-49 ans. Le gouvernement, pour expliquer cette situation, nous parle de trou d'air. Il tourne autour du pot. Pourtant, pendant l'élection présidentielle de 2012, M. Hollande avait donné 1 an pour inverser la courbe du chômage. C'est-à-dire que M. Hollande, élu en mai 2012, devait inverser, comme il l'a dit, la courbe du chômage en mai 2013. Mais ça a été l'échec. Il a donc refixé une date butoir à fin 2013. Échec également. Et en avril 2014, il a annoncé qu'il allait conditionner sa participation à l'élection présidentielle de 2017 à cette inversion de la courbe du chômage qu'il prétend pouvoir réaliser. Mais nous y sommes presque. Que M. Hollande s'en aille. Nous l'avons assez vu, qu'il disparaisse du paysage politique. Le problème, c'est que tous les autres sont pareils sur la question du chômage. De Mme Le Pen à M. Mélenchon, M. Sarkozy, M. Juppé et puis les autres, ils n'ont rien à dire en matière de chômage. M. Hollande peut disparaître, il y aura un clone de M. Hollande qui le remplacera, quel qu'il soit parmi les noms que j'ai cités. Ce gouvernement, manifestement, si on peut dire, n'a pas de chance, parce que, après les mauvais chiffres du chômage du mois d'août, il y a eu une deuxième mauvaise nouvelle qui est tombée, c'est le rapport d'évaluation du CICE. CICE, ça veut dire crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Petit rappel pour expliquer d'où vient le scandale du CICE, gigantesque détournement de fonds publics au détriment des finances publiques, c'est-à-dire les impôts payés par les citoyens, et au bénéfice des grandes entreprises. Je rappelle, François Hollande est élu au mois de mai 2012 et immédiatement il nomme Louis Gallois, un haut fonctionnaire, ancien patron de la SNCF, ancien patron de EADS, il le nomme commissaire à l'investissement. Et il lui demande un rapport sur la compétitivité de l'industrie française. Ce rapport est rendu le 5 novembre 2012, M. Gallois a travaillé vite, et peu après, le gouvernement rendait public ce qu'il appelait à l'époque ces mesures pour relancer la compétitivité et l'emploi, avec comme outil principal le CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Dans ce rapport de M. Gallois, le constat dressé de la situation alarmante de l'industrie française était assez correct de mon point de vue, bien que les causes, évidemment, les causes essentielles, n'aient jamais été évoquées. Bien sûr, on comprend pourquoi. Quant aux solutions proposées, elles ressassaient des vieilleries totalement affligeantes et ne pouvaient qu'aggraver le mal. C'est pourquoi, le 20 novembre 2012, j'ai publié une étude sur le sujet intitulée « L'échec annoncé du plan gouvernemental pour la compétitivité ». Et je peux vous dire que nous n'étions pas très nombreux à l'époque à alerter sur ce détournement de fonds publics, car plus de 30 milliards d'euros, même parfois le chiffre de 40 milliards d'euros est avancé, étaient en jeu. Alors pourquoi parler d'échec annoncé ?
Est-ce que nous avions lu dans une boule de cristal? Est-ce que nous sommes des oiseaux de mauvais augure? Mais pas du tout, parce que en matière de politique économique, il n'y a que deux grands choix. Il y a la politique de l'offre et il y a la politique de la demande. Je dis un mot sur chacun de ces choix pour que l'on comprenne dans quelle situation nous sommes. La politique de la demande, c'est une politique que l'on peut appeler aussi keynésienne, qui consiste à favoriser la demande des ménages, c'est-à-dire faire en sorte que les familles puissent consommer, puissent acheter, puissent améliorer leur niveau de vie en ayant des revenus pour s'alimenter, pour payer leur loyer, pour partir en vacances, pour financer correctement les études de leurs enfants, bref, pour avoir une vie normale. Et les politiques de la demande sont appelées de cette manière parce que l'État va contribuer à la demande en augmentant les salaires, en augmentant les prestations sociales, en faisant jouer la politique monétaire pour alimenter l'activité économique et pour accepter des déficits publics pour emprunter de manière à investir dans des infrastructures publiques créatrices d'emplois immédiats, et tout cela source d'activité économique et de bien-être individuel et collectif. Parce que lorsque les ménages ont des revenus, eh bien ils consomment, c'est-à-dire qu'ils adressent des commandes aux entreprises, et les entreprises embauchent, l'activité économique repart. Ça, c'est la politique de la demande. Les gouvernements, depuis la révolution néolibérale de la fin des années 70, du début des années 80, les gouvernements ne mènent plus de politique de la demande parce qu'ils ne veulent pas utiliser l'arme monétaire. D'ailleurs, ils ont été privés de l'arme monétaire. C'est le cas dans l'Union européenne. Nous n'avons plus le droit d'utiliser cet instrument extrêmement puissant qu'est la politique monétaire. Et ils ont également constaté que le développement des échanges internationaux sur le plan commercial limitait la possibilité d'avoir un effet positif sur l'emploi. Et c'est assez vrai, parce que en 1982-83, quand le gouvernement Mitterrand a fait une relance keynésienne, une politique de la demande, en développant, créant des emplois publics, en augmentant le SMIC, les salaires, eh bien, le bénéfice de cette injection de pouvoir d'achat dans l'économie n'a pas bénéficié à l'emploi en France, mais a provoqué l'augmentation des importations. Et c'est donc la raison pour laquelle les gouvernements qui ont été influencés par les politiques néolibérales ne font plus de politique de la demande. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire aujourd'hui de politique de la demande comme on le faisait avant. Il faut ajouter des mesures protectionnistes. Eh bien, c'est ça qui leur fait peur, parce qu'une politique de la demande reste possible, elle reste nécessaire, mais elle passe par des mesures protectionnistes interdites dans le cadre de l'Union européenne et des accords passés avec l'Organisation mondiale du commerce. C'est pourquoi il faut sortir de l'Union européenne, sortir de l'OMC, si l'on veut résoudre la question du chômage. La deuxième politique économique, celle qui est suivie par tous les gouvernements, c'est la politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui repose sur des aides aux entreprises pour qu'elles puissent améliorer leur offre en espérant qu'une offre par l'innovation des nouveaux produits ou par la baisse des prix va permettre d'attirer les consommateurs et donc créer de l'emploi, créer de l'activité économique. Le problème, c'est que ces politiques de l'offre sont menées depuis plus de 40 ans. Où est le résultat? Le résultat, c'est des dizaines de millions de chômeurs supplémentaires dans l'Union européenne. Et les politiques de l'offre ont montré leur échec total. Les gouvernements
hésite donc à mener des politiques de la demande dans l'esprit que j'indiquais, qui nécessite une rupture fondamentale avec l'ordre néolibéral mondial. Et les gouvernements de gauche et de droite de ces dernières décennies font semblant. Ils savent très bien que ça ne donnera pas de résultat. Ils ne sont pas idiots, il ne faut pas les prendre pour des incompétents. Simplement, ils ont peur des conséquences de la rupture qu'il faut accepter pour résoudre les problèmes. Ils préfèrent donc faire semblant. Et dans le cadre des nouvelles élections qui s'annoncent, ils ont tous décidé de renoncer parce que tous, ils veulent rester dans l'Union européenne et dans la mondialisation. Alors, l'échec annoncé, donc, eh bien, c'est pour cette raison, parce qu'une politique de l'offre annonce un échec. Ça n'est pas compliqué à comprendre. Que se passe-t-il avec le plein emploi? Quand il y a plein emploi, les entreprises ou les employeurs, d'un point de vue général, qui veulent embaucher, ne peuvent pas trouver de chômeurs. Il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de chômage. Il faut donc que ces entreprises s'adressent à des salariés qui sont déjà en poste. Mais pourquoi un travailleur qui a déjà un emploi accepterait-il de quitter son emploi pour un autre? Il lui faut une bonne raison. Et les bonnes raisons, c'est un meilleur salaire, un travail plus intéressant, des perspectives de carrière plus favorables, un emploi moins loin de chez lui, bref, une amélioration de son sort. Par conséquent, on le voit, une situation de plein emploi provoque mécaniquement une amélioration du sort du monde du travail. Et corrélativement, une baisse, une pression à la baisse des profits, un renforcement de la capacité de résistance du monde du travail. Eh bien, les classes dirigeantes ne veulent plus de cela. Elles ont connu la période de plein emploi. Elles ne faisaient pas la loi. C'est cela qu'elles ont décidé de stopper en maintenant volontairement un très haut niveau de chômage. Beaucoup de gens ont du mal à croire tout cela. Ils pensent que le chômage est un mal qui vient d'on ne sait pas où et que l'on ne peut pas régler, résoudre. Mais bien sûr que non. Il faut ouvrir les yeux. Le plein emploi est une situation qui est trop favorable aux salariés et qui a conduit les classes dirigeantes à organiser le chômage. Eh bien, il faut casser ces idées préconçues. Il faut montrer que l'on peut trouver des solutions. Alors, après ce petit détour, je reviens au rapport gallois de 2012 qui propose donc le CIC avec un transfert de charges de 30 millions d'euros vers la fiscalité. C'est-à-dire que le gouvernement va décider très vite d'augmenter la TVA, de baisser les dépenses publiques, par exemple la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités locales, et de transférer cet argent aux grandes entreprises. Autrement dit, les cadeaux qui sont faits aux entreprises sont payés par les citoyens, par les impôts des citoyens. Il faut refuser ce genre de politique. Et d'autant que c'est l'échec. À la limite, si une telle politique donnait des résultats, on pourrait se dire pourquoi pas, essayons. Mais là, la preuve est faite. Elle est archi-faite depuis 30 ans. Ça n'est pas la peine de continuer ces politiques. Il faut changer ces politiques. Alors, sur cette situation, sur ces politiques, abandonnons la notion de compétitivité, parce que qu'est-ce que c'est que la compétitivité? La compétitivité consiste à faire pression sur les salaires pour que les entreprises concernées, pas toutes les entreprises, puissent baisser le prix de leurs produits afin de conquérir des marchés à l'étranger. Mais c'est une fuite en avant, c'est une course sans fin,
parce que tous les pays font la même chose. C'est donc un cycle infernal qui entraîne les pays et les salariés vers une pression permanente, de plus en plus forte, sur les salaires. Il faut abandonner la notion de compétitivité liée au libre-échange et passer à la coopération entre les peuples, entre les États. D'autant que la compétitivité n'est pas une notion scientifique, c'est de l'idéologie. On bourre le mou de la population avec ces notions. Pourtant, ça ne gêne pas un certain nombre de gens. Madame Parizeau, l'ancienne patronne du MEDEF, en 2012, qui dit « il faut baisser les charges patronales ». Ben oui, on comprend pourquoi, elles représentent les grands patrons. Ce sont des cadeaux payés par les impôts des citoyens. Monsieur Montebourg, c'est plus étonnant, quand il était ministre, il nous dit « il faut favoriser la réduction des charges sociales patronales ». Eh bien non, monsieur Montebourg, il faut faire exactement l'inverse. Il faut baisser les profits des grandes entreprises pour permettre au peuple d'avoir les moyens de vivre. C'est comme cela qu'on va résoudre les problèmes. Je passe des citations lamentables de responsables politiques ou même syndicaux comme M. Chérec de la CFDT. Alors, donc, le CICE, aujourd'hui, je termine là-dessus, le rapport qui vient d'être publié par un groupe d'experts, France Stratégie, qui a commandé un rapport à 3 laboratoires économiques des universitaires, nous dit des choses hallucinantes, même pour ceux qui savaient que cette affaire du CICE ne donnerait aucun résultat. Mais c'est quand même incroyable de lire certaines choses dans ce rapport. Je les donne. Voilà ce que dit ce rapport. Le comité souligne les incertitudes qui entourent l'évaluation des effets du CICE sur l'emploi. À quoi bon faire un rapport si c'est pour dire qu'on ne peut rien dire? Ils ajoutent « Le CICE, je cite, a probablement eu un effet direct de l'ordre de 50 000 à 100 000 emplois créés ou sauvegardés sur la période 2013-2014. » Il ajoute « Le CICE n'a pas d'effet observable sur l'investissement, la recherche et développement et les exportations. » Je poursuis. Les entreprises ont consacré une partie importante du CICE à la reconstitution de leurs marges. Faisons un petit calcul et cherchons à savoir combien a coûté un emploi dans le CICE. Le calcul est très simple. Nous avons 28,7 milliards qui ont été dépensés pour financer le CICE en 2013-2014. Et on nous dit qu'avec cet argent, entre 50 000 et 100 000 emplois ont été financés. Il faut faire une petite division et on s'aperçoit que le coût moyen d'un emploi financé par le CICE se situe entre 143 000 euros et 287 000 euros. C'est absolument extravagant. Le dispositif que je propose, le droit opposable à l'emploi, lui fixe en moyenne un salaire chargé de 40 000 euros par an, ce qui est quelque chose de tout à fait correct. Et avec cet argent, on peut financer près de 400 000 emplois, avec la même somme, avec les 28,7 milliards d'euros consacrés au CICE, on aurait pu financer près de 400 000 emplois. Quel gâchis! Alors, d'autant que le CICE était la mesure phare de M. Hollande pour lutter, soi-disant, contre le chômage. Eh bien, M. Hollande est nu, le gouvernement est nu, les socialistes sont nus, comme d'ailleurs la droite qui ne propose rien de plus, rien de différent sur la question de l'emploi. M. Sapin, le ministre de l'économie, explique
que, eh bien, il faut attendre un petit peu et que le CICE fera ses effets dans les années qui viennent. Eh bien, trop tard. D'abord parce que les chômeurs ont besoin d'emploi tout de suite et que le gouvernement, M. Hollande en particulier, lui, aimerait bien avoir des résultats immédiats. En fait, la débâcle de l'industrie française est un choix parfaitement conscient, organisé, planifié cyniquement par les classes dominantes françaises. Alors que va faire le gouvernement après ces deux mauvaises nouvelles, augmentation du chômage au mois d'août et très mauvais résultats du CICE? Il manœuvre et il essaye de développer les 500 000 formations pour les chômeurs. C'est un plan qui a été déjà décidé, mais qui ne marche pas très bien. Il essaye de l'accélérer. D'ailleurs, c'est très bien la formation, mais encore faut-il qu'il y ait l'emploi à la fin de la formation, parce que sinon, des milliers, des centaines de milliers de personnes passent d'un stage à l'autre et ne trouvent pas d'emploi pour la bonne raison qu'il n'y a pas assez d'offres d'emploi. Et puis, le gouvernement vient de décider 150 000 contrats aidés supplémentaires. Il faut bien comprendre la philosophie de ce gouvernement, comme les gouvernements de droite qui ont précédé. Il ne s'agit pas pour eux de s'attaquer efficacement au chômage. Derrière les statistiques, ils ne voient pas la réalité humaine des chômeurs et des chômeuses. Ça ne les intéresse pas. En fait, il s'agit de faire baisser les statistiques du nombre de demandeurs d'emploi pour justifier une nouvelle candidature de M. Hollande à l'Élysée. C'est tout ce qui intéresse ce gouvernement. Alors, on voit au travers de cette situation, de ce bilan mauvais, que c'est la notion de compétitivité qu'il faut remettre en cause. C'est tout le raisonnement que tiennent la droite et la gauche depuis plusieurs décennies qui doit être changé de fond en comble. Ça ne marche pas. Il faut en tenir compte, il faut prendre les mesures qui permettraient de résoudre véritablement les problèmes. La compétitivité, la baisse du coût du travail ne fonctionne pas parce que ça s'inscrit dans le cadre du libre-échange du capitalisme mondialisé. On voit bien par l'expérience que tout ceci ne fonctionne pas. Au lieu de tenir compte de cette réalité, alors que nous avançons vers le mur, eh bien, M. Hollande décide d'accélérer pour se fracasser encore un peu plus vite. Il faut au contraire passer de la compétition, de la confrontation, de la guerre commerciale entre les pays, à la coopération. Mais on ne peut parvenir à la coopération qu'avec des ruptures. Rupture avec le libre-échange pour prendre des mesures protectionnistes. Sortir de l'Union européenne et de l'euro de manière unilatérale si nous voulons réindustrialiser notre pays et résoudre définitivement et rapidement la question de l'emploi. Tous les partis politiques, je dis bien tous, sont creux comme des bambous sur ces questions de l'emploi. Je dis bien tous, de M. Mélenchon, Mme Le Pen, en passant par Sarkozy et les socialistes et Juppé. De mon côté, je propose 10 mesures pour réindustrialiser la France, doubler la production industrielle en 10 ans, créer plus d'1 million d'emplois dans l'industrie et, parallèlement, mettre en place le droit opposable à l'emploi, qui est l'application de la Constitution qui prévoit le droit à l'emploi pour chacun et chacune. Ce droit est bafoué. Il faut revenir à l'esprit de la Constitution de la libération et faire en sorte que chacun puisse travailler s'il le souhaite. Alors, pour cette semaine, je vous propose
de poursuivre l'action dans 3 directions. La signature de la pétition pour la nationalisation sanction du groupe Lafarge. Vous savez que le groupe Lafarge a financé Daesh pendant un moment. Eh bien, il doit être sanctionné pour cette politique. Deuxièmement, la pétition pour la nationalisation des sociétés d'autoroutes. Après les augmentations qui ont été annoncées, il faut que ces sociétés reviennent dans l'environnement public. Et puis troisièmement, Alstom. Pétition pour la nationalisation d'Alstom et un certain nombre d'autres mesures à prendre. D'autant que la mobilisation commence à se développer. Il y a eu cette semaine une mobilisation des salariés du groupe Alstom avec un rassemblement important au siège social à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Il faut maintenant identifier les 3 cibles qui permettront de résoudre le problème. Il y a bien entendu le groupe Alstom qui doit reculer et qui a déjà un petit peu reculé. Il y a le gouvernement sur lequel il faut faire pression, il faut lutter contre le gouvernement pour qu'il donne des commandes publiques à Alstom. Et puis il y a l'Union européenne responsable de directives, par exemple, sur les marchés publics qui empêchent de faire appel aux producteurs nationaux pour la production de locomotives. Eh bien voilà les propositions que je vous fais pour cette semaine. À la semaine prochaine.